En passant, il faut que je le mentionne. Les vidéos comme je fais en ce moment, là, il y a presque personne qui va les écouter parce que tout le monde est d'écouter. Mais quand ça va mal, c'est là que je fais les meilleures vidéos. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va retourner voir la première vidéo que j'ai faite à vie. Donc c'est celui-là ici, sur mon Facebook, qui a été fait le 30 mars 2020. Je vais vous faire écouter un extrait du vidéo à l'instant. Après ça, on va aller voir le prix du Bitcoin. Puis on va commencer à embarquer sur un sujet là, que je regarde beaucoup ces temps-ci, puis qui serait la solution à ce que les gens voient comme une issue sans fin. Donc, les gens voient les taux d'intérêt monter, mais ils ne voient pas une solution à ça. Ils ne voient pas une solution qui pourrait ramener de la liquidité pour faire en sorte que les taux pourraient continuer de monter puis que l'économie puisse continuer de rouler malgré tout. Donc, on rentre dans le sujet à partir de maintenant. On commence avec l'extrait tout de suite. 0,25, c'est quand même près du zéro, là. Avec un taux d'intérêt aussi bas que ça, ce que ça fait, c'est que on remet, je sais pas comment dire ça, mais si j'achète une auto, qu'elle me coûte 10 000 $, puis que je mets 0% d'intérêt dessus, je vais repayer mon 10 000, change pour change. Mais si on parle d'emprunter pour imprimer de l'argent, à 0%, ça revient à dire prends ça, prends le montant, puis redonne-moi jamais rien. C'est un petit peu ça. Donc, étant donné que le taux d'intérêt est à zéro ou presque à zéro, si on finit par toucher le zéro, ça veut dire qu'on imprime de l'argent à l'infini puis on ne le remet jamais comme des enfants irresponsables. Donc, ça veut dire que si on a une dette nationale de 25 trillions de dollars, qu'on garde 5% de liquidité, puis qu'on peut y mettre 95% en prêt, ça veut dire que le gouvernement des États-Unis qui a imprimé 6 trillions de dollars dans le dernier mois, le 6 trillions de dollars qui est imprimé, là, c'est de l'argent qui a été rajouté à l'économie actuelle. Ça veut dire que c'est le 5% qu'on conserve sur le 100% total. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, mais on a 5% de liquidité, notre 5% de liquidité qui est le 6 trillions de dollars. Puis, on a le 95% qui reste, qui peut être émis en tant que dette, en tant que passif. Ça veut dire que notre 6 trillions de dollars, là, c'est 5%. 5%, ça rentre 20 fois dans 100. Ça veut dire qu'on peut faire 20 fois ce montant-là à partir du 6 trillions qui a été imprimé. Ça veut dire qu'on pourrait monter l'économie de 120 trillions de dollars avec un taux directeur entre 0 et 0,25%. Pourquoi? Parce qu'on a eu une crise, puis on a eu un moment dur dans l'économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois qu'on a une dure épreuve ou un moment difficile dans l'économie, on va aller toucher les taux d'intérêt à 0%, vraiment 0,0, ou qu'on va descendre plus bas que ça, qu'on va aller dans les taux d'intérêt négatifs. Ça va être quoi le prochain step? Puis avec une masse aussi importante d'injecter dans l'économie, il faut comprendre que si on avait une dette, comme les États-Unis, de 25 trillions de dollars, puis qu'on injecte, après les prêts, on injecte 120 trillions de dollars dans l'économie. On injecte 6 fois la dette nationale dans l'économie. Je comprends pas. C'est comme si on avait injecté 6 fois l'argent qu'il y avait dans notre économie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour chaque dollar que j'ai dans mes poches, ça vaut maintenant 1/7. J'ai autant d'argent, là. Mais j'ai 1/7. Mon argent vaut 1/7 de ce qu'elle valait. On vient d'évaluer le dollar puis voler l'argent des investisseurs directement. Ben, pas des investisseurs, en fait, des épargnants. Parce qu'il y a une nuance. On vient prendre l'argent des épargnants directement dans leur poche. Quelle est la légitimité de l'économie actuelle? Et que vaut le dollar? Que vaut le dollar actuellement dans un contexte comme celui-là? Quelle est la valeur intrinsèque
ou la valeur fondamentale des billets de banque. Parce qu'on se la fait dévaluer, voler. On se fait voler la valeur directement dans nos poches. Je crois que c'est pas le moment de détenir de l'argent, mais pas du tout. C'est le temps de détenir tout, sauf de l'argent. Des actions, de l'or, de l'argent, quoi que ce soit, de l'immobilier. Encore là, l'immobilier, il faut voir si les taux d'intérêt remontent. Ça peut être un couteau vraiment à double tranchant, ça peut être très dangereux. Puis les crypto-monnaies, possiblement les crypto-monnaies. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero. Ça peut être quelque chose aussi d'envisageable, considérant que eux ont un supply, ont une masse en circulation qui est finie, contrairement à l'argent qui s'imprime. On sait tous comment ça a fini au Venezuela. On sait tous comment ça a fini historiquement de l'hyperinflation. Maintenant, on va rentrer dans le sujet là, qui fait que je crois que c'est la façon que les cryptos vont reprendre leur effervescence, puis aussi la façon dont le marché va recover, comment que le marché va finir par reprendre. J'ai l'impression que ça va être grâce à ça ici. Donc, la monnaie numérique des banques centrales. Donc, en gros, là, sur le site de la Banque du Canada, ça dit, afin d'être prêt si nécessaire, ils développent la capacité de pouvoir émettre une version numérique du dollar canadien qui s'appelle la monnaie numérique des banques centrales. Donc, les Canadiens pourront faire confiance à cette monnaie-là, ils pourront compter dessus comme étant de la monnaie régulière. Donc, ils disent que pour l'instant, ils n'ont pas l'intention d'en émettre une, mais ils ont mis toutes les infrastructures en place pour en émettre une. Donc, comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est comme dire, j'ai investi dans les infrastructures pour faire bâtir un pont, mais pour l'instant, on n'a pas l'intention que personne passe sur le pont. Donc, un bonjour. Si on a besoin d'un pont, le pont est là. Donc, clairement, ça démontre que on s'attend à ce qu'un jour les gens passent sur le pont, mais pour l'instant, on le met pas là tout de suite ou on fait pas de bruit avec ça parce que on sait que si on fait ça, il va y avoir un courant sur de bonnes nouvelles sur les cryptos, puis que les prix risquent de remonter. Donc, pour l'instant, il faut que ça soit sur la glace. Il ne faut pas qu'il y ait de certitude ou d'affirmation comme quoi, effectivement, il va y avoir une monnaie numérique de la Banque centrale. Donc, il faut garder ça low profile, en gros. Donc, tout est là. Ils ne peuvent pas le cacher non plus parce que c'est public. Il faut qu'ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils dépensent des fonds puis tout ça. Donc, c'est sur le site du gouvernement. En fait, pas du gouvernement, des banques de la Banque du Canada. Puis, c'est notre banque centrale, ça. Donc, la Banque centrale du Canada est en train de dire qu'elle a fait les recherches, les dépenses, puis qu'elle a développé les infrastructures pour pouvoir un jour émettre tout ça. Donc, même chose, quand on parle d'infrastructure informatique, c'est la même chose qu'une infrastructure réelle. C'est la même chose qu'un bâtiment. Donc, si j'investis pour faire monter un bâtiment, si j'investis pour faire une tour à bureau, donc l'infrastructure, c'est le bâtiment qui est la tour à bureau, on va la comparer avec l'infrastructure qui est le système pour permettre l'émission de monnaie numérique de la Banque centrale, qu'on va appeler le dollar crypto canadien. Okay? Donc, le dollar canadien numérique ou quelque chose comme ça. Vous allez comprendre, là, j'utilise des synonymes. Donc, si on est pour bâtir l'infrastructure, si on est pour bâtir la tour à bureau, on va faire l'analogie comme ça, qui sert à faire fonctionner l'entreprise, donc qui sert à faire fonctionner une économie, c'est parce qu'on a l'intention un jour de remplir les locaux. Donc quand on dit que c'est pas dans les plans maintenant, à l'heure actuelle, nous n'avons pas l'intention d'émettre une monnaie numérique. Ben c'est à l'heure actuelle, on n'a pas ça en tête, c'est pas ça qu'on fait, mais on a bâti la tour à bureau pour pouvoir mettre des employés dedans pour faire fonctionner l'entreprise. Donc on a bâti la tour à bureau pour pouvoir un jour faire une économie numérique. Il n'y a personne qui investit pour faire bâtir une tour à bureau si elle n'a pas l'intention un jour de mettre des employés dedans. Ça ne veut pas dire que pour l'instant, c'est ça les plans puis c'est ça les projets. Mais à long terme, ça veut dire que c'est ça les plans et les projets. Donc, il n'y a pas personne... Il n'y a pas personne
de sensé dans sa tête qui fait tout ça. Je vais prendre un exemple. L'aéroport de Mirabel. C'est peut-être pas le meilleur exemple parce que ça a mal fini. Il se passe rien avec cet aéroport-là. Mais quand même, on a exproprié des gens, il y a eu des effectifs qui ont été mis en arrière, on a bâti une infrastructure pour pouvoir avoir un aéroport. Que ça allait fonctionner ou que ça allait pas fonctionner, il y a eu un moment où l'aéroport de Mirabel a eu ses heures de gloire. Donc, clairement, on sait qu'un jour, ça s'en vient, il va y avoir des heures de gloire. Parce que on est en train de bâtir les infrastructures pour ça. Puis, qu'en arrière de ça, il va avoir des heures de gloire de ça à un certain point. Donc, la Banque du Canada a les infrastructures pour ça, malgré le fait qu'elle nie avoir bâti des infrastructures pour un jour en émettre. Elles vont possiblement en émettre un jour. Donc, comme je vous dis, je crois que c'est juste pour pas qu'il y ait de bonnes nouvelles. Parce que s'il y a des bonnes nouvelles, il va y avoir du hype. Puis s'il y a du hype, le prix monte. Donc, ils peuvent pas acheter bas. Eux, ils veulent acheter plus bas que ça veut dire. Donc, possiblement, ça rentre dans le scénario avec l'analyse, comme quoi on peut aller chercher ça plus bas. Ça, c'est l'analyse fondamentale, pourquoi le prix pourrait encore descendre. Puis on a vu sur le graphique, analyse technique, pourquoi le prix pourrait continuer de descendre, malgré le fait que ce soit l'avenir. Puis que si c'est pas l'avenir à long terme, au moins dans le court terme, on va aller s'essayer. Parce qu'on peut pas avoir bâti tout ça. On peut pas avoir bâti tout ça ici sans considérer l'utiliser dans un avenir proche. Ou semi-proche, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc, on appelle ça être de son temps. Okay? Donc, clairement, on voit qu'il considère le système actuel comme étant un système retardé. Donc, comme je m'amuse souvent à dire, de la monnaie de singe pour les singes. Puis qu'il est temps que les singes évoluent à l'homme. Puis l'homme se sert des techniques plus avancées, plus poussées, plus technologiques que des simples billets de papier émis par le chef gorille de la tribu. OK? C'est un peu ça, là. Donc, la banque a la responsabilité de fournir des billets de banque aux Canadiens et de maintenir la confiance dans le dollar. Clairement, moi, j'ai plus confiance dans le dollar. C'est pourquoi elle doit être prête à s'adapter au changement, à la façon dont les Canadiens paient leurs biens et leurs services. Donc, les gens utilisent moins souvent l'argent comptant, donc il faut trouver quelque chose de nouveau. Ils utilisent souvent les paiements numériques, comme les cartes de débit et crédit. Puis, ils utilisent fréquemment les moyens de payer avec leur téléphone cellulaire. Donc, ça prend quelque chose qui est moins comptant, qui est plus numérique, puis qui se passe plus sur le cellulaire. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Le meilleur candidat pour tout ça, c'est le Bitcoin. C'est le Bitcoin. C'est la définition du Bitcoin. Ne pas être de l'argent comptant, s'utiliser comme un mode de paiement numérique, puis se transporte bien sur un téléphone cellulaire. Ça peut pas être mieux que le Bitcoin. C'est le Bitcoin. C'est la définition du Bitcoin. Donc, on a ça ici. Puis, l'autre chose, c'est qu'ils vont pas commencer à dire que dès maintenant, nous voulons implanter une monnaie numérique. Non, clairement pas, parce que ça va ouvrir les valves pour le Bitcoin, puis ils veulent pas ouvrir les valves. Comprenez? Ils gardent les valves fermées, ils têtent le prix, ils le poussent le plus bas possible pour l'acheter le plus bas possible. Quand ça va être sur leur prix, ils vont rentrer en cochon, puis après ça va repartir. Puis là, ils vont repartir avec les bonnes nouvelles pour ramasser l'argent, pour revendre les jetons aux gens qui vont rentrer quand ce sera pas le temps. Puis c'est là qu'on va possiblement avoir un flop à la Mirabel, pour qu'un jour ça revienne. Pour qu'un jour, tu sais, à l'aéroport de Mirabel, faire semblant que c'est mort, que ça n'existe plus, qu'on s'est trompé sur toute la ligne, pour repartir, comme ils font en ce moment. Puis en passant, il faut que je le mentionne, les vidéos comme je fais en ce moment, il y a presque personne qui va les écouter, parce que tout le monde est d'écouter. Mais quand ça va mal, c'est là que je fais les meilleures vidéos. Allez regarder la vidéo où je parlais de l'hyperinflation. Le vidéo que je vous ai montré au début, quand je parlais de l'hyperinflation, quand je disais que c'était bien d'avoir les biens comme de l'immobilier, mais qu'il fallait faire attention si des taux remontaient, que c'était à double tranchant, qu'il fallait pas avoir de cash. Donc la première fois que j'ai dit d'argent, c'était de pas avoir de cash. Puis que la deuxième fois, c'était avoir de l'argent comme du silver, là, des jetons. Mais bref, c'est important de savoir faire la distinction puis de comprendre le non-verbal. Le non-verbal ici, là, ce qui est non-dit, là, c'est ça. C'est nous avons bâti l'infrastructure. Donc, il faut comprendre c'est quoi une infrastructure. Nous avons bâti l'infrastructure pour permettre de faire fonctionner une nouvelle économie. Puis, on veut être de notre temps.
Ça dit tout, là. Ça dit tout. Ça dit que le système actuel est arriéré puis qu'ils veulent le changer pour quelque chose de plus récent, plus à jour, avec les nouvelles fonctions, les nouvelles façons dont on vit. Donc, clairement, ils vous disent, on fait la transition en ce moment. On fait la transition du dollar au numérique. On fait la transition du dollar au dollar numérique. Puis, le dollar, comme je vous l'ai dit dans mon premier vidéo, le premier vidéo que j'ai fait à vie, que je vous ai montré tantôt, le gouvernement ou les banques ont injecté de l'argent dans l'économie à pu finir comme si c'était un rien. Mais en fait, c'est que c'est un rien. L'argent, depuis que Nixon a fait enlever le gold standard aux États-Unis, l'argent n'est plus backé par rien. Avant, il y avait une réserve en or en arrière. Maintenant, il n'y en a plus. Donc, c'est juste un bout de papier. Puis là, ben, quand on va passer au numérique, ça sera même plus un bout de papier. Ça va juste être un chiffre, un jeton dans un compte. Puis les jetons sont backés par quoi? Par rien. Ça veut dire qu'on va pouvoir en émettre à l'infini. Le Bitcoin, c'est pas ça. Le Bitcoin, c'est qu'il y a un nombre fini. Donc, on va avoir un nombre infini de monnaie numérique, en dollars canadiens numériques, avec un Bitcoin qui va être la seule chose vraiment tangible parce qu'il y a un nombre fini en arrière de ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre là, dès maintenant. Là. Ça, là, c'est dès maintenant qu'il faut comprendre ça. Parce qu'avec ce qui s'en vient, si on ne comprend pas ça, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes parce qu'on va se ramasser à détenir du dollar qui vaut fondamentalement rien, quand on peut avoir une réserve de valeur avec des jetons finis, qui est en fait le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est l'or de l'économie numérique qui s'en vient. OK? Donc, on va continuer sur le document. C'est écrit ici, il est possible qu'un jour les Canadiens ne puissent plus utiliser l'argent comptant ou que l'adoption d'une monnaie numérique privée se généralise. Ils disent ici, là, ils disent ici ce qu'ils vont faire. On va vous enlever l'argent régulier pour que vous utilisiez le jeton numérique. Le Bitcoin va valoir combien quand vous pensez? Pensez-y, là, le Bitcoin va valoir combien quand l'économie au complet va être numérique, puis que la seule chose tangible dans le monde numérique va être l'or numérique, le Bitcoin. Combien ça va valoir? Donc, ils disent qu'à ce moment-là, ça va être décisif, puis que la banque centrale, un jeton numérique de banque centrale, le dollar canadien numérique, serait nécessaire. Donc, si on enlève l'argent comptant, ce qui n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il y a de l'argent au noir partout, il y a de l'argent au noir partout, puis blablabla. Bon, ben ça là, c'est le narratif qui vous donne pour emmener ça ici. OK? Donc, si une monnaie numérique de banque centrale est émise, les Canadiens continueront d'avoir accès aux billets de banque, sauf que ils pourront plus l'utiliser facilement. Donc, ils vont avoir accès aux billets de banque, mais il va y avoir une procédure puis une lourde charge pour chaque billet de banque dépensé. Donc, il n'y a pas personne qui va se casser le basic à faire toute la paperasse, puis le papier, puis blablabla pour expliquer d'où provient chaque dollar qu'ils dépensent. Donc, ici, ils vous expliquent pourquoi, en fait, c'est une niaiserie, là, ils vous disent, moi, je viens de vous expliquer pourquoi le Bitcoin va être mieux que ce dollar numérique de merde-là. Eux, ils vous expliquent pourquoi ce dollar numérique de merde-là va être mieux que le Bitcoin, pour que vous perdiez confiance au Bitcoin, puis que vous restiez à garder confiance au grand chef gorille de la tribu qui va émettre des jetons numériques du dollar canadien à l'infini en étant irresponsable, comme ils ont fait dans le premier vidéo que j'ai créé puis que je vous ai montré tantôt. Donc, on a les travaux de recherche qui ont été faits. Ça dit que c'est confidentiel, sûr, c'est universellement accessible. Puis, bon, les commerçants, les institutions financières, tout ça, ils trouvent tous que c'est une super bonne idée. Donc, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'échéancier, mais bon, ils vont en avoir un quand ils vont dire que c'est le temps. OK? Donc, ça, c'est pour la partie sur c'est quoi un dollar numérique de banque centrale. Maintenant, on va aller placer le dollar numérique de la banque centrale sur, on va dire, le contexte actuel. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment parce que c'est un pattern toxique à l'économie puis aux citoyens. Puis c'est important de comprendre
C'est quoi qui se passe dans le monde? Pourquoi ça va mal? Qu'est-ce qui fait que ça crache? Donc, on va aller regarder. Puis aussi, qu'est-ce qui a fait que ça a explosé comme ça pendant le COVID? Donc, j'en ai glissé un mot rapide dans mon premier vidéo que j'avais créé, que je vous ai montré tantôt. Mais là, on va faire le lien entre tout ce qui se passe. Donc, il y a 3 grands acteurs. Il y a la Federal Reserve, qui est votre banque centrale. Donc, la Federal Reserve, c'est aux États-Unis. Au Canada, c'est la Banque du Canada. Après ça, on a les banques à charte. Les banques à charte, ça, c'est toutes les banques là, que vous êtes habitués de voir. C'est RBC, Desjardins, Banque nationale, puis toutes ces affaires-là, les grosses bannières. Là. Puis l'autre chose qu'on a, c'est le gouvernement. Ok, les gens pensent que la Banque centrale, c'est le gouvernement, mais non, il y a une distinction entre les deux. La Banque centrale, ou la Banque du Canada, ok, c'est pas le gouvernement. C'est une entité privée. Contrairement à ce que tout le monde pense, là, ça appartient à des gens. Puis ces gens-là contrôlent tout. C'est une entité privée. Cette entité privée-là, donc ça c'est privé. Ça c'est privé. Puis ça c'est public. Lui, le gouvernement, là, il doit être réélu. Puis si le gouvernement se plante, là, vous le savez, aucune responsabilité face à l'échec. Le gouvernement peut se planter maintes et maintes fois. Il n'y a aucune... il y a aucune conséquence au fait que le gouvernement se soit trompé et qu'il y a eu faux sur toute la ligne. Il n'y a aucune conséquence à ça. On va dire que vous opérez en tant que premier ministre, puis vous échouez lamentablement à vos tâches, puis qu'à cause de ça, il y a, je sais pas moi, un crash économique qui fait que toute la population fait faillite. Le gouvernement, là, il n'y a aucune redevance envers son peuple. Il n'y a pas rien qui fait que, on va dire, vu qu'il a pris les mauvaises décisions, puis qu'il a échoué, puis qu'il a fait que tout le monde s'est planté, il n'y a rien qui fait qu'il vous doit quelque chose. Il n'y a rien qui le... Il n'y a aucune conséquence à ça, à part de dire « Ah, j'ai échoué. Je suis désolé. » Ils vous repayeront pas de maison, rien. Là. Donc, à partir du moment où il n'y a aucune responsabilité face à l'échec, c'est facile de faire semblant de se tromper, ou d'effectivement se tromper pour, exemple, faire exploser le marché à la hausse, ou faire planter le marché. C'est facilement possible, c'est facilement faisable. Je veux dire, vous me mettez demain matin au gouvernement, puis je sais que si je donne 200 000 à tout le monde, les marchés vont monter, right? Fait que je peux donner 200 000 à tout le monde, puis les marchés montent. Je peux le faire. Je peux le faire. Puis ça tient juste à une décision comme ça, là. Comme quand on dit, ben là, je vous donne tout 600 $. Puis quand on fait ça, tout explose. Parce qu'il y a de la liquidité. S'il y a de la liquidité, le monde achète des affaires. Si le monde achète des affaires, veut pas, ça booste l'économie. Donc, si ça booste l'économie, généralement, les stocks, les compagnies vont bien. Donc, les gens ont moins peur et investissent. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, par exemple? Donc, s'assure qu'ici, la grosse priorité là, du gouvernement, là, c'est que les gens l'aiment. C'est tout. C'est tout. Si je m'arrive demain matin et je donne 100 000 à tout le monde m'aime. En tant que gouverneur, en tant que président, en tant que premier ministre, le monde va m'aimer. Puis je peux le faire en tant que gouvernement. Donc, je peux arriver puis donner de l'argent. Je peux donner de l'argent. Sans penser aux conséquences. Pourquoi je peux le faire sans penser aux conséquences? Parce que j'ai aucune responsabilité face à l'échec à part de dire « Je suis désolé d'avoir scrappé l'économie. » J'ai aucune autre responsabilité que ça en tant que gouvernement. Puis si je fais ça, je m'assure que les gens m'aiment, puis que je vais être réélu, puis que je vais être là pour le prochain... Je vais être encore le prochain premier ministre. Si je suis le prochain premier ministre, je peux continuer de donner de l'argent
sans penser aux conséquences. Dans le but de m'assurer que les gens m'aiment en étant réélu. OK? Ça, là, c'est le pattern qui se passe avec le gouvernement ou au public. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça sous forme de... Ça peut être sous forme de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Là, des subventions pour les entreprises, des subventions pour les projets verts, des subventions pour ci, pour ça, blablabla. On donne, on donne, on donne, on donne, on donne, on donne. Puis, avec ça, on s'assure que le monde nous aime puis il vote pour nous. Donc, tant que les gens nous aiment puis ils votent pour nous, on reste à la tête du pays ou de la province. Puis, on peut échouer à maintes reprises parce qu'il n'y a aucune responsabilité face à l'échec, puis on n'est pas tenu responsable pour rien. Donc, ça, c'est ce qui se passe au niveau du gouvernement. Donc, le gouvernement, évidemment, quand il prend son argent, il faut qu'il la prenne à quelque part. Donc, quand il donne de l'argent, il doit prendre son argent quelque part. Puis là, c'est là qu'on se dit, où est-ce que le gouvernement prend son argent? À la Banque du Canada. Ou Banque centrale. Parce que la Banque centrale change de pays en pays. On va recommencer. Banque centrale. Banque du Canada pour nous. Aux États-Unis, c'est la Federal Reserve. C'est là qu'il prend son argent. Donc, la Banque centrale, on y arrive. C'est quoi son pattern à elle? Parce que ça, c'est le pattern de notre gouvernement. C'est le behavior, le fondamental du comportement. Là. Un gouvernement pense en gouvernement. Une banque centrale pense en banque centrale. Puis, une banque à charte pense en banque à charte. Faut voir ça comme trois entités différentes qui pensent, eux là, ils ont des objectifs, ils ont des chiffres à remplir, puis ils pensent d'une façon pour arriver à remplir ces objectifs-là, puis ces chiffres-là. Eux, leur objectif, on l'a vu, c'est s'assurer que les gens l'aiment en étant réélus. C'est la seule chose qui importe au gouvernement. C'est la seule chose qui importe en bout de ligne au gouvernement. La banque à charte, c'est quoi? Ou plutôt, là, on était rendu à la Banque centrale, donc c'est quoi, pour la Banque centrale, leur seul but à eux? Eux, leur seul but, c'est s'assurer que les conditions économiques du pays soient OK. Donc, pour ça, il ne faut pas que le coût de la vie augmente trop. Il ne faut pas que les gens aient de la difficulté à vivre. Il faut que tout le monde puisse manger, que tout le monde puisse se loger, que les gens soient bien. Puis, eux, ils considèrent qu'une inflation de 3% par année, c'est bon. Donc, eux considèrent inflation à 2-3% par an. C'est OK. Donc, eux, ça rentre dans leur but, leur objectif. OK? Ce qui arrive, c'est que si monsieur ici décide de donner de l'argent, ben, s'il donne 3 fois ce qui a été mis dans l'économie avant, ben, clairement, l'inflation à 2-3%, ça marche pas. Parce qu'on a un afflux d'argent. S'il donne 3 fois l'économie en anane, en cadeau, ben, on a 300 fois plus de dollars en circulation. Puis, si on a 3 fois plus de dollars en circulation, ben, on voit que si on a 300% plus de dollars en circulation, on ne peut pas augmenter juste de 2% le prix de tout. Il y a 3 fois plus de dollars pour le même nombre d'articles sur les étagères. C'est sûr que le prix va augmenter de 300%. Puis l'inflation, c'est à 2-3%. Ça ne marche pas. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? On monte les taux d'intérêt. Parce qu'en montant les taux d'intérêt, les gens
vont moins dépenser. Parce que si on a 3 fois plus de dollars, on va dire que... Mettez-le comme ça. Tout le monde a 20 000 $, puis tout le monde se ramasse avec 60 000 demain. Le monde vont où? Ils vont à la banque à Chartres, puis ils prennent des prêts pour se prendre des hypothèques, puis n'importe quoi, des autos, blablabla. Fait que c'est sûr que les prix des autos et des hypothèques vont augmenter, comme c'était arrivé avec le COVID. Que si ici on a une augmentation, si le coût de la vie augmente, il faut le réguler. Il faut réguler. Il doit être régulé. Donc réduit à 2-3% par an. Puis eux se disent que pour faire ça, il faut monter les taux. Okay, donc eux montent les taux. Puis si eux montent les taux, la capacité d'emprunt diminue. Puis si la capacité d'emprunt diminue, ça veut dire que l'inflation en soi va baisser. Parce qu'au lieu de pouvoir s'acheter un couple qui fait 50 000 par année chaque, donc qui fait 100 000 par année total, au lieu de pouvoir s'acheter une maison à 500 000, peut juste se permettre une maison à 300 000, par exemple, avec des taux plus hauts. Donc, vu que le coût de l'habitation baisse, les gens peuvent moins en emprunter, donc ça fait réduire le coût de la vie face à l'année d'avant. Parce que le coût de l'habitation baisse. Donc, la Federal Reserve s'attend comme ça à faire baisser les taux, à faire baisser les prix en général ou faire baisser le coût de la vie, donc à réduire ce qu'ils considèrent étant l'inflation. Donc, le Consumer Good Index, le CPI. Donc, si le CPI, le Consumer Good Index, l'inflation, baisse, de cette façon-là, la Federal Reserve se dit qu'elle a réussi son coup. Donc, les taux d'intérêt montent. Sauf que là, le gouvernement veut être réélu. Parce que les gens se serrent la ceinture quand ça arrive. Là. Donc, ça fait... Les gens se serrent la ceinture et perdent leurs biens. Parce qu'il y a des faillites. Puis quand les gens se serrent la ceinture et perdent leurs biens, égal, ça veut dire qu'ils n'aiment pas leur gouvernement actuel. Parce que ça leur cause des problèmes. Ils veulent du changement pour avoir des meilleures conditions. Puis ça, donc ça va à l'encontre. Ça va à l'encontre de s'assurer que les gens l'aiment en étant réélus. Ça va à l'encontre. Mettre ça là, comme ça. Ça ici, ça va à l'encontre. Ça va à l'encontre de s'assurer que les gens l'aiment pour être réélus. Ici, on s'assure que les conditions économiques du pays soient OK en amenant un taux d'inflation à 2 à 3% par année. Mais quand on fait ça, on ne s'assure pas que les gens nous aiment pour nous réélire. Donc, de la façon que ça pense ici, de donner de l'argent, de donner des nananes pour être réélu, ça force la Banque du Canada à monter les taux. Quand la Banque du Canada monte les taux, ça nous fait perdre. Les gens se serrent la ceinture, ils n'aiment pas leur gouvernement,
Puis ils veulent changer pour avoir des meilleures conditions. Donc, ça fait que les gens ici nous aiment pas. Donc, il faut redonner de l'argent, donc les 600$ que vous avez reçus, pour être réélu. Mais quand on donne de l'argent, l'inflation augmente. Puis parce que l'inflation augmente, la capacité d'emprunt diminue parce qu'à partir de ce moment-là, on monte les taux. Donc, on a d'un côté, ce côté-ci, on a donne de l'argent, puis le don fait monter l'inflation. Puis ici, au privé, on se dit, ça n'a pas de sens. Le coût de la vie augmente trop. Nous, la Banque centrale, on doit préserver l'économie. Donc, on va augmenter les taux pour garder une qualité de vie, pour que les gens puissent garder, pour que les gens puissent garder une qualité de vie. Donc, c'est ça qui se passe entre les deux. C'est ça qui se passe entre la Banque du Canada puis la Banque centrale. La Banque du Canada, la Banque centrale, puis le gouvernement. C'est ça qui se passe. Mais eux ici, là, ils n'ont aucune responsabilité. Eux ici, ils ont une responsabilité. Leur responsabilité, c'est de s'assurer que l'économie aille bien. Mais encore là, aucune responsabilité face à l'échec. Aucune responsabilité face à l'échec. S'ils se plantent et que ça ne marche pas, c'est quoi notre cours? Ils n'ont aucune responsabilité. Ils vont dire « Désolé, on a échoué ». C'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire « Désolé, on a échoué ». Ils sont responsables de l'économie, mais ils n'ont aucune responsabilité face à l'échec. Eux, ici, leur responsabilité, c'est d'être réélus. Ou c'est plutôt leur mandat, c'est l'objectif qu'ils se donnent. Mais même chose, ils n'ont aucune responsabilité face à l'échec. Maintenant, si on va regarder ce qui se passe au niveau des banques à charte. En passant, juste avant qu'on y aille, il faut que je mentionne quelque chose. La Banque du Canada, puis le gouvernement. Quand le gouvernement donne de l'argent, il l'emprunte à la Banque du Canada. Donc, Gouv emprunte à Banque du Canada ou Banque centrale. Puis, la Banque centrale, c'est elle qui décide du taux d'intérêt qu'a fait au gouvernement qui emprunte. C'est ce qu'on appelle le taux directeur. Ce qui est là. OK? Donc, le taux directeur est déterminé par la dette que la banque fait, la dette ou le prêt, les prêts que la Banque centrale fait au gouvernement. Donc, quand les taux d'intérêt sont autour de 0, là, c'est très facile pour le gouvernement d'emprunter de l'argent, comme vous. Quand les taux d'intérêt ont baissé à 1,39, 1,69, 1,70, blablabla, pendant le COVID, c'était facile pour vous d'emprunter puis d'emprunter des grosses sommes. Là, les taux d'intérêt montent, c'est plus difficile. Puis il faut payer plus. C'est la même chose. Quand le taux directeur monte, votre gouvernement doit payer plus. Puis maintenant que le gouvernement doit payer plus, il doit prendre cet argent-là quelque part. C'est sur vous qu'il la prend. C'est sur vous qu'il la prend, puis après ça, il vous la redonne sous forme de cash pour que vous l'aimiez. Puis que vous puissiez le réélire. Parce qu'avec l'argent que vous lui redonnez, ils reprennent des prêts à la Banque du Canada, puis ils repayent. Mais là, les taux d'intérêt montent. Puis le gouvernement doit dealer avec ça. Le gouvernement doit dealer avec les taux d'intérêt qui montent, puis vous redonnez votre argent. Bref. Redonnez l'argent à la Banque centrale en prenant votre argent, puis vous en redonnez. Vous voyez un peu le pattern. Donc, les banques à charte, eux, ils font les prêts, ils prennent une cote d'intérêt qui ajoute au taux directeur. Le taux directeur qui monte parce que le gouvernement est irresponsable avec ce qu'il emprunte
à la Banque centrale, à la Banque du Canada. Donc, eux font des prêts après le taux directeur. Donc, on peut dire taux directeur plus taux de la Banque centrale, plus taux banque à charte. Donc, c'est taux directeur qui est, on pourrait changer de terme, on pourrait dire taux directeur, donc taux de la Banque centrale plus taux de la banque à charte égale taux total. Ça ici. Ça, c'est notre taux total. Donc, addition des deux. Si notre taux directeur monte à la Banque centrale, la banque à charte perd du profit. C'est pour ça que quand le taux directeur baisse, la banque à charte peut s'en permettre. Si, exemple, le taux était à... on va dire le taux directeur est à 2%. OK. Donc, si le taux directeur ici est à 2%, puis que le taux ici est à 1%, ben vous, si vous allez emprunter, vous payez 3%. Il y a 1% qui va à la banque à charte, 2% qui va à la banque fédérale, la Federal Reserve, la banque centrale. Donc là, ce qui peut arriver, quand le taux de la banque centrale descend, on va dire qu'en ce moment, le premier facteur, donc on va appeler X et Y. Donc si X égale 2%, puis que Y égale 1%, comme on a dit dans notre exemple, on a un total de 3%. Si lui ici décide de le baisser, puis qu'il met ça à 1%, la banque peut dire, ben écoute, moi je vais continuer d'offrir des bons taux, sauf qu'au lieu de 1%, je vais prendre 1,5%. Comme ça, je mange la différence entre les deux, puis je fais plus d'argent. Donc, les banques aiment toujours ça, quand le taux directeur baisse, parce que, premièrement, ils peuvent prêter des plus grosses sommes, ils peuvent rouler plus d'argent, bon, bref. Quand les taux d'intérêt montent, ils aiment moins ça, puis ils sont moins enclins à vouloir prêter. Que, si le gouvernement continue d'agir comme ça, la Banque du Canada a une chose à faire, puis c'est d'augmenter les taux. Si les taux augmentent trop ici, les paiements vont augmenter. Si le taux directeur, on va dire, devient notre X, on va dire qu'il n'y a rien qui change. Dans notre exemple, Y reste la même chose. Donc, Y reste 1%, mais on va dire que ça monterait ici à 15%. Ça fait 15 plus 1 égale 16. Donc, notre taux d'intérêt serait, par exemple, à 16% total. Puis, on pourrait dire, par exemple, 16% d'un immeuble de quelqu'un qui a acheté à 500 000. Donc, 16% de 500 000. Donc, 0,16 fois 100 000. Ça ferait 16 000. Donc, 16 000. Puis là, ça, c'est 100 000. Fait que fois 5. Ce serait un paiement de 80 000 par année pour une maison. Par exemple. Pour une maison de 500 000 avec un taux de 16%. Je ne sais pas exactement si c'est ça le calcul, là, honnêtement, mais on va dire, je roule les chiffres vite comme ça. Là. Je veux dire, je suis pas courtier hypothécaire ou whatever, là, mais parce que j'en fais pas tous les jours. Là, mais je sais pas si c'est à l'année ou sur 25 ans, mais bref, si les taux d'intérêt montent, ça serait un paiement de 80 000 par année, juste pour couvrir l'intérêt. Après, il faut couvrir les 500 000. L'hypothèque de 500 000. Donc, si ça continue comme ça, puis que les taux d'intérêt continuent de monter, il y en a une gang qui vont péter aux frettes. Si tu commences à payer juste 80 000 par année d'intérêt, puis après ça, il faut que tu payes ton hypothèque par-dessus ça, t'es pas parti, moi. Tu vas en payer, 150 000, 160 000 par année pour ton hypothèque, mon chum. Ça ira pas bien, ton affaire, là. C'est pour ça que je disais qu'il faut faire attention si les taux d'intérêt montent. C'est un couteau à double tranchant à l'immobilier. Ben, c'était pour ça que je disais ça. Bref. On va arriver... là, ça, c'est toutes mes explications pour arriver dans le vif du sujet. Donc, le vif du sujet, c'est comment
faire en sorte que les gens puissent être réélus. Donc, comment le gouvernement, en étant une fonction publique, peut faire pour être aimé sans pour autant forcer les taux d'intérêt à augmenter en fou. Donc, comment est-ce qu'on peut monter les taux? Sinon, comment est-ce qu'on peut... Parce que là, un affecte l'autre de façon beaucoup trop forte. Là. Si lui fait ça, c'est un problème pour lui. Puis si lui fait ça, c'est un problème pour lui. Lui arrive plus à son but, qui est d'être élu, puis d'être aimé. Puis lui arrive pas à son but de réguler l'économie de façon à ce qu'elle soit OK, puis d'amener une inflation de 2 à 3% par an. Que comment réguler l'habitation, l'automobile, puis tout ça? C'est en faisant en sorte de démolir, OK? De démolir le crédit. Si on démolit le crédit, il n'y a pas de billet de plus qui provient dans le système. Donc, ça, c'est bon. Donc, si on démolit le crédit, on peut réguler l'inflation. Après, ici, le problème, c'est que si on donne de l'argent, il faut faire attention parce que si de la façon qu'elle est donnée, on peut amener trop de billets en circulation puis faire monter l'inflation. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour que les deux s'entendent bien? On va, à partir de la Banque fédérale, la Banque centrale, créer une monnaie numérique de banque centrale. Qu'est-ce que ça va nous apporter, ça? Ça va nous apporter une monnaie programmable. Ça va nous apporter... Ça nous apporte une monnaie programmable. Ça nous apporte une façon de donner, de distribuer de l'argent. Donc, on va mettre les points comme ça. Ça nous apporte une façon de distribuer de l'argent. On va mettre à côté. Puis ça, distribuer de l'argent, on est aimé. Favorable au vote. On peut, avec ça, emmener de la liquidité. Donc, si on emmène de la liquidité, les gens nous aiment. Puis, ça va être tout ça que je vais écrire pour tout de suite. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont me venir en tête au fur et à mesure que je vais parler. Donc, ça ici, une monnaie programmable. C'est bon pour la Banque centrale qui cherche à se mettre à jour. Distribuer de l'argent favorable aux bots, c'est bon pour le gouvernement. Puis emmener de la liquidité, ça peut être bon pour les deux. Donc, on pourrait trouver un terrain d'entente entre les deux. Donc, en ce moment, si on continue de penser comme on pense là, de ce côté-là, puis qu'on continue de penser comme on pense là, de ce côté-là, ça va mal finir. OK? Puis tant qu'on va penser comme ça, on va continuer de descendre, ça va continuer de mal aller. Ça prend un terrain d'entente entre les deux parties qui, selon moi, est la monnaie numérique de la Banque centrale. Donc, monnaie numérique de la Banque centrale, qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec ça? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec une monnaie numérique d'une banque centrale? On peut aller chercher un contrat intelligent, Smart Contract. Le Smart Contract, il permet de faire quoi? Il permet, comme ça dit, de créer un contrat intelligent. Ceux qui ne sont pas familiers avec la blockchain, une crypto qui sert bien gros à créer des contrats intelligents, c'est Ethereum. Donc, Ethereum,
de la façon que ça opère, c'est que, bon, tout le monde sait c'est quoi un contrat. Donc, un contrat, c'est une entente entre deux parties qui exige les deux parties à effectuer une prestation. Donc, par exemple, j'ai une entente avec vous comme quoi pour 500$ j'achète une auto, pour 1000$ j'achète une auto, whatever. Une fois que les 500$ sont virés, en soi, l'auto m'appartient. On a un contrat qui stipule que moi je m'engage à vous donner 500$. Ma prestation c'est de vous envoyer 500$. Puis votre prestation à vous c'est de me faire le transfert de propriété de votre véhicule. Donc Ethereum, on pourrait créer une monnaie qui a une date de péremption. Donc, la date de péremption fait en sorte qu'on a de la liquidité temporairement. Si on a de la liquidité temporairement, ça nous permet ici de s'assurer d'être aimé en étant réélu. Puis on peut donner de l'argent sans penser aux conséquences. Parce que c'est le propos d'exister de notre gouvernement. Donc, on peut donner de la liquidité temporairement. Donc, ça permet de s'acheter des gugos. Ça permet aux gens, justement, de dépenser puis de faire en sorte que l'économie aille bien pour les entreprises. Puis ça empêche les gens de surenchérir puis de faire monter les prix de l'habitation. Donc, le fait que ce soit temporaire empêche les hausses de prix sur les biens qui se financent. Parce qu'on pourrait programmer cette monnaie-là. On peut la programmer non seulement pour que la liquidité soit temporaire, on peut la programmer pour acheter un certain type de bien. Donc, si ça peut être utilisé exclusivement pour acheter de la nourriture, par exemple, acheter nourriture, ou exclusivement pour acheter de l'électronique, acheter des biens consommables, des biens de divertissement, seulement pour le divertissement, ben, à partir de ce moment-là, on peut pas acheter des trucs qu'on finance. On peut pas financer rien avec ça. Donc, on a une liquidité temporaire qui peut seulement servir à acheter un type de bien. Donc, l'argent ne reste pas dans l'économie. Comme l'argent ne reste pas dans l'économie, elle ne peut pas être utilisée pour faire des biens, du levier ou quoi que ce soit. Elle sert à une chose, dépenser pour faire rouler l'économie. Donc, la PCU puis tout ça, c'était ça le but, là. C'était de faire rouler l'économie, de donner de la liquidité pour faire rouler l'économie, mais le monde se sont achetés des biens, ont mis leur argent en bourse. C'était pas ça l'intention. L'intention, c'était que les gens s'achètent des gogos sur Amazon pour garder une opinion positive du gouvernement. C'était ça le but. Que là, par contre, en faisant ça, en pensant comme un gouvernement, on a créé un problème au niveau de la Federal Reserve qui doit monter les taux. Puis quand on monte les taux, on vient créer un préjudice ici à vouloir à être aimé. Donc, eux n'ont pas le choix de monter les taux, puis eux veulent être aimés. Donc, si eux continuent de monter les taux, mais qu'on reçoit des drops de monnaie, des drops de cash, des money drops, puis que les money drops servent exclusivement au divertissement, bon, on ne peut pas s'en servir pour acheter des maisons ou quoi que ce soit, donc on vient combler le problème qu'on a ici. Donc, on n'a plus à gérer, ou il faut gérer moins fortement l'inflation, parce que ça sert à acheter des gugus au lieu d'acheter des choses importantes. On peut pas dire j'achète une maison avec de la monnaie,
qui ne peut pas être dépensé, qui est programmé seulement pour le divertissement. Donc, si la transaction égale pas une transaction de divertissement, c'est off. La transaction passe pas. C'est off. Donc, on peut contrôler les types d'achats. On peut contrôler les types d'investissement. On peut contrôler si c'est investi ou non. On peut contrôler beaucoup de choses. Donc, de cette façon-là, avec un smart contract sur Ethereum, une monnaie programmée comme ça, pour les banques centrales, c'est bon. Pour le gouvernement, c'est bon. Ça respecte ça ici. Donc, ils peuvent continuer de monter les taux sans se casser la tête. Puis les gens vont être heureux. Donc, si les gens sont heureux, puis qui aiment leur gouvernement, il n'y a pas personne qui se plaint, puis tout le monde va réélire le gouvernement. Puis la Banque centrale, si personne ne peut prendre de crédit, le prix de tout va descendre, sauf le prix de la nourriture, de l'énergie, des trucs comme ça. Donc, si ça l'arrive, la Banque centrale pourrait quand même voir son inflation à 2 à 3%. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types d'inflation. Du headline inflation versus core inflation. OK? Ça, c'est Powell qui a sorti ces termes-là. Il y en a deux. Il y a du core inflation, puis il y a du headline inflation. C'est quoi le headline inflation? C'est n'est pas ajusté pour enlever les figures volatiles. Le core inflation. Donc, celui-là enlève le coût de l'énergie et la nourriture. C'est ça que je vous parlais. Donc, ils vont nous présenter le core inflation au lieu de nous présenter le headline inflation. OK? Celui-là ici. Donc, ils vont présenter le core inflation. Fait que si la nourriture augmente, donc si on vous dit ici que on peut seulement acheter des biens pour le divertissement, on change ça. Seulement pour l'épicerie et l'énergie. Donc, vous pouvez utiliser l'argent qu'on vous donne seulement pour vous payer à manger, puis pour l'énergie, donc l'électricité. On a ça ici. Donc, on pourrait dépenser des sommes astronomiques en nourriture et en électricité, mais ça, c'est dans le headline inflation que c'est inclus. Dans le core inflation, là, c'est pas inclus. C'est pas inclus. Donc, dans le core inflation, il n'y a pas de coût pour l'énergie, puis il n'y a pas de coût pour la nourriture. Donc, si par exemple, le transport augmente, le prix de tout augmente. Mais on ne pourra pas considérer l'inflation due au transport. Parce que c'est du core inflation. C'est de l'énergie, le gaz qui va dans les camions. Donc, si le transport augmente à cause du gaz, on ne peut pas considérer ça comme une hausse du coût de la vie. Donc, la Banque centrale va regarder le core inflation au lieu de regarder elle ne regardera pas le headline inflation. Donc, égale pas headline inflation égale core. C'est ça ici qu'ils vont regarder. Puis dans ça, ça exclut le coût de l'énergie. Donc, si on a une monnaie qui sert à acheter de l'énergie, donc du gaz pour que tout le monde puisse aller travailler, puis tout ça, puis de l'argent pour payer l'épicerie qui va augmenter en fou. Donc, ces deux secteurs-là vont augmenter en fou.
Mais l'inflation de ce secteur-là ne sera pas tenue en compte. OK? L'inflation de ce secteur-là ne serait pas tenue en compte étant donné la définition du core inflation. Puis le core inflation, c'est ça qu'ils vont regarder. Donc, ça ici pourrait être utilisé pour, en fait, tout ce qui n'est pas core inflation. On pourrait changer la définition comme ça. Donc, on a un afflux de liquidité qui permet aux gens de vivre, donc qui comble tous les besoins primaires de tout le monde. Une fois que tous les besoins primaires de tout le monde sont couverts, qu'est-ce qui reste? Il reste l'argent pour les gâteries, les niaiseries, whatever. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont le faire exactement, là. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui s'en vient. Donc, si les taux montent, les capacités d'endettement diminuent. Moins d'endettement, moins de consommation. Moins de consommation, ça fait baisser le consumer good. Il y a moins de demande. Donc, l'offre est plus présente. Ça fait réduire l'inflation. Ici, avec ça, tout le monde a les besoins primaires comblés. Donc, on est certain que le gouvernement est réélu. Parce que pour une fois dans l'histoire, tout le monde a leurs besoins primaires comblés. Tout le monde est heureux. Personne n'a rien à dire. Puis, qu'est-ce que ça apporte de plus? Le gouvernement a un désir de contrôle. Une soif de contrôler et de diriger. C'est des gens contrôlants. S'ils peuvent rentrer dans vos bobettes, ils le font. Qu'est-ce que ça leur apporte, eux? Le contrôle. Ils peuvent dire, ah ouais, ben toi, égal, on te coupe parce que on t'aime pas. On te coupe parce que t'es pas gentil. On te coupe parce que t'as pas pris ta 21e dose. Puis si tu veux pas écouter, puis tu veux pas le faire, puis tu veux pas rien savoir, whatever, si tu veux faire quelque chose d'autre que ce qu'on t'impose, ben on te coupe. On te coupe. Puis l'épicerie et l'énergie vont être tellement hautes que tu pourras pas manger, puis te déplacer, puis vivre si tu nous écoutes pas. Donc, ça apporte, ça assouvit le désir et le besoin de contrôle du gouvernement. Ça régule le core inflation. Ça permet de respecter le fait de s'assurer des conditions économiques du pays, puis que l'inflation soit correcte. Ça s'assure que les gens l'aiment en étant réélus, puis ceux qui l'aiment pas vont crever, parce qu'ils pourront plus vivre. Ou ils vont aller en marge de la société, parce qu'ils pourront plus vivre dans la société. Les gens n'auront pas à se serrer la ceinture pour vouloir de meilleures conditions, donc les probabilités d'être réélus sont présentes. Puis, ben c'est ça. On vient de skipper probablement les banques à charte. Donc, en fait, les banques à charte vont pouvoir continuer d'opérer, faire des prêts, puis tout ça. Juste, ça va être vraiment plus dur pour eux parce que les gens n'auront pas nécessairement de l'argent pour pouvoir le faire. Donc, eux viennent pas mal de tomber en deux chaises, là, honnêtement. Là. Eux ici viennent pas mal de tomber en deux chaises. Ils commencent à devenir useless. Là. Ils commencent à servir à rien. Parce que si tu veux banquer sur quelque chose, dans le nouveau monde numérique, c'est possiblement dans la réserve de valeur. Puis la réserve de valeur, c'est quoi? C'est le Bitcoin. Puis avant, c'était l'or. Avant, c'était l'or. Mais on allait aux banques parce qu'on voulait pas se promener avec une réserve d'or sur nous. Là, on peut se promener avec un Bitcoin sur nous sans problème. 2 Bitcoins, 10 Bitcoins. Ça prend pas de place, c'est pas lourd. Donc, on n'a plus besoin d'un tiers de confiance. Donc, eux vont servir à rien. J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver avec eux. Parce que là, on a le perfect storm. Là. On a le gouvernement qui est en accord avec la Banque centrale. Le gouvernement est sûr d'être réélu. Puis, on a ici une monnaie, un smart contract qui fait tout gérer ça.
avec le gouvernement qui dit on est arrivé à l'ère où on n'a plus besoin du middleman. C'est ça le but des monnaies numériques. Puis ils disent on va faire une monnaie numérique. Puis c'est eux aussi qui vont réguler, parce que c'est leur devoir de s'assurer que les conditions économiques soient OK. Donc c'est eux qui vont réguler le jeton numérique ou le dollar numérique. Le smart contract apporte la prospérité de ce côté-là et la prospérité de ce côté-là. Puis eux, ils ne servent plus à grand-chose. Ils vont peut-être encore faire des prêts à gauche, à droite. Possiblement. Ils risquent encore, en fait, de faire des prêts. Ça risque d'être la seule chose à quoi ils servent, faire des prêts. Mais ça va être un business model totalement différent. Puis, tant que le parti ici, puis le parti ici, accepteront pas le dollar numérique, on va continuer de descendre. Tant que le Bitcoin descend, c'est le temps d'en acheter. Puis pourquoi est-ce que ici, de ce côté-là, la Banque du Canada, pourquoi est-ce que eux voudraient un dollar numérique? Ben, clairement, on vient d'expliquer, c'est la facilité de gestion. Chaque dollar est traquable sur une blockchain, donc on peut savoir exactement ce qui a été fait avec chaque dollar. Eux, de ce côté-là, ça assouvit aussi leur désir de contrôler et diriger, de te réprimander, de te tomber dessus. Puis ici, c'est bon pour nous. Donc, si on a de la crypto, comme du Bitcoin ou de l'Ethereum, c'est bon. C'est bon. Donc, la crypto va prendre la valeur soit de deux façons. Soit de cette façon-là, ou soit tout ça, là, ça va échouer. Puis ça va prendre un nouveau système. Donc, soit de cette façon-là, ou sinon, comme on l'a expliqué depuis tantôt. Parce que si ça ici, puis ça ici, ça n'arrive pas à s'entendre avec une monnaie numérique, on s'en va dans le mur puis ça va péter. Puis si ça pète, ça va prendre un système alternatif. Le système alternatif qui existe en ce moment, c'est les cryptos. Puis, si le système alternatif, si on s'en va pas dans le mur, la solution de s'en sortir, c'est ça ici. Puis ça ici, c'est profitable pour les cryptos. Donc, c'est soit la crypto réussit dans le système qu'on a là, ou le système qu'on a là échoue, puis on passe à la crypto. Puis si ce système-là échoue, il n'y a aucune responsabilité face à l'échec. Il n'y a aucune responsabilité face à l'échec. Ici aussi, il n'y a aucune responsabilité face à l'échec. Votre banque se plante demain matin, là. Puis il reste plus rien. Ils ont une assurance de 100 000 $ par tête. Pour chaque personne. OK. Mais si les banques se plantent comme ça demain, là, puis qu'il n'y a plus de banque, là, ils ont toutes fait faillite, là. OK, ils vont vous donner 100 000 $. Mais ça va être quoi la valeur de 100 000 $ à ce moment-là? OK, fine, on donne 100 000 $, mais si le dollar vaut rien, on s'en sac. Garde-les ton papier cul, là. Garde-les ton papier cul. Ça vaut rien, ce papier toilette, là. Ça vaut pas, en tout cas, ça vaut pas cher. Mais si ça vaut moins cher que le papier toilette, garde-les ton papier toilette. C'est un billet de singe, là. C'est un billet avec une face de singe dessus, là. Ça vaut rien, là. C'est rien de plus que ça. Ça vaut quelque chose parce qu'on accorde une valeur, puis une confiance. Mais ici aussi, ils vous le disent. Ça prend une monnaie numérique sur laquelle les Canadiens auront confiance. Les gens vont peut-être avoir plus confiance en la monnaie numérique qu'en un torchon de billets avec des faces de singe dessus. Je sais pas si mon point est clair. J'essaie d'être le plus clair, de le détailler le plus possible, de faire les diagrammes, de mettre ça le plus sincère possible. Tu sais, je l'ai expliqué le plus vulgaire que j'ai pu, le plus simplement que j'ai pu, en partant de la base. En partant de la base, là, clairement, une banque centrale, c'est quoi?
Donc, j'espère vraiment avoir pu vous passer mon point de vue comme il faut. Puis que ça vous a aidé à comprendre c'était quoi une banque centrale, banque à charte, puis le gouvernement, puis ce que chaque, on va dire, entité avait comme rôle dans ce qui se passe en ce moment, puis pourquoi est-ce que pour chaque entité, l'adoption d'une monnaie par smart contract, c'était rendu au point où on en est, la solution, une obligation, puis la chose la plus responsable à faire. J'ai probablement laissé échapper beaucoup de choses que quand je vais... Parce que je le fais souvent, là, je réécoute les vidéos après pour voir si j'ai pas oublié des points. Puis très très souvent j'oublie des points. Je vais écouter le vidéo, je vais dire j'ai oublié de parler de tel point, tel point, tel point. Je vais en avoir comme 15 à dire, là, puis je vais être là, oh non, j'ai échoué lamentablement. Pas lamentablement, là, mais quand je réécoute mes vidéos, souvent je me dis j'ai tellement échoué, j'ai tellement oublié de place, de points à parler. Mais je pense que l'essentiel est là, sauf que pour convaincre, non, pas convaincre, parce que le but c'est pas de convaincre. Le but c'est juste d'énumérer les faits, démontrer c'est quoi, puis de laisser par les faits démontrer que c'est la meilleure chose. Mais j'ai l'impression que je vais avoir oublié plein d'arguments. C'est ça le point. Je vais avoir oublié plein d'arguments en réécoutant ça, puis me dire que il faut que je recommence, tu sais. Mais je veux dire, je les recommence pas. Mais grosso modo, là, c'est ça qui se passe en ce moment, puis c'est comme ça que je le vois. Puis ça nous prend, selon moi, une monnaie numérique basée sur les smart contracts, avec les conditions qu'on a là ici, pour gérer non pas le headline inflation, mais le core inflation, puis pouvoir se servir du core inflation comme démonstration pour dire que l'inflation est à 2 à 3%. Donc manipuler la définition de l'inflation, au lieu du headline, se servir du core, pour pouvoir dire qu'on est bon, se donner des tapes dans le dos, dire qu'on a réussi à s'assurer des conditions économiques du pays, tout en gardant les gens satisfaits de leur gouvernement. Puis que grâce à ça, on puisse donner des nananes pour rester au pouvoir, puis qu'on dise, il n'y a jamais un gouvernement qui a aussi bien géré ça que ça. Tout le monde peut manger à sa faim et se loger. Puis ben déjà, ils commencent à vous parler, si vous le saviez pas, de la hausse possible du coût d'électricité. Ils vous disent que c'est parce qu'il y a un manque d'électricité. Donc, le manque d'électricité, là, ça va être ça ici. Ça va être ça ici. Ça va être dû au gouvernement. OK. Donc, la hausse des coûts d'électricité, ils vont dire à cause de la rareté de l'électricité, là, ça s'en vient, là. On est le 27 décembre 2022. Puis, en ce moment, il n'y a pas tant de hausse sur l'électricité. Donc, quand ça va arriver, la hausse sur l'électricité, ça va être à cause de ça ici. L'épicerie et l'énergie. Ils peuvent se reprendre là. Donc, la hausse de l'électricité va se faire dans le but de gérer, ou plutôt réguler, le core inflation, puis ça, le core inflation, on en a parlé tantôt, devrait être dû au fait qu'il va y avoir une monnaie numérique qui va permettre aux gens de pouvoir se permettre l'épicerie et l'énergie. Mais ils vont le monter avant. Ils vont monter le coût de l'énergie et de l'épicerie avant de créer la monnaie numérique canadienne, donc le contrat intelligent, qui sera la monnaie numérique canadienne sur Ethereum. OK? Je répète. La monnaie numérique canadienne
qui sera sur Ethereum, basé sur le Ethereum. Ethereum, ok? Je sais pas si vous voyez le message que j'essaie de vous passer en ce moment. Ça sera basé sur Ethereum. Ça sera basé sur Ethereum. Là, si vous n'avez pas compris ce que j'essaie de vous dire là en ce moment, je suis désolé. J'ose croire que vous n'avez pas compris le reste du vidéo. Puis si vous n'avez pas compris le reste du vidéo, je comprends pas ce que vous faites encore à être là. Que Ethereum, définitivement, à regarder. Ok? Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Que on va y aller comme ça. Puis j'ai l'impression que j'aurais oublié plein de points. Mais c'est un bon début pour savoir exactement ce qui s'en vient. En passant, il faut que je le mentionne. Les vidéos comme je fais en ce moment, là, il y a presque